On va passer de la voile, on va maintenant parler du climat. Alors Jean Jouzel, son nom ne vous est peut-être pas inconnu. Il a été co-prix Nobel de la paix en 2007 avec le GIEC. C'est le groupement d'études sur le climat. Il est d'ailleurs toujours vice-président du GIEC. Jean Jouzel a été aussi directeur de l'IPSL, qui était l'Institut Pierre-Simon Laplace à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Il conserve d'ailleurs toujours un laboratoire. Et Jean Jouzel vient de participer à une conférence sur les réchauffements climatiques proposée par la Fondation de l'Observatoire de Saint-Quentin en Yvelines. Il nous a accordé une interview. Bonsoir Jean Jouzel. Bonsoir Catherine Gelato. Vous êtes président du GIEC, le groupement d'études sur le climat. Et il faut le rappeler, vous êtes co-lauréat du prix Nobel de la paix, c'était en 2007. Et puis vous travaillez toujours au sein du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, au sein de l'OVSQ, où on se trouve là ce soir parce que vous êtes venu animer une conférence avec une thématique, je trouve, très très large, le réchauffement climatique. Où en est-on ? C'est vaste. Hein. Ouais, tout d'abord, je tiens à préciser que je suis vice-président du groupe scientifique du GIEC. C'est vrai que je suis impliqué dans le GIEC depuis une vingtaine d'années maintenant. Et c'est une année importante puisque nous allons dans quelques mois publier le 5e rapport du GIEC qui effectivement sert de référence, nous sert de base commune à toute la communauté scientifique. Et la publication, c'est sur 2013-2014. Oui, c'est très important, mais je continue aussi à avoir des activités de recherche un peu moins qu'il ne faudrait peut-être. Et sur cette 5e édition du GIEC, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Il y a les pessimistes annoncent par exemple une augmentation des températures de 4 degrés d'ici 50 ans. Je crois que ça restera, oui, malheureusement, mais c'était déjà dans le 4e rapport du GIEC, à savoir et c'était déjà dans le premier rapport du GIEC. Si on émet des gaz à effet de serre sans y prendre aucunement attention, eh bien, dès en 90, nous disions que après 2050, dans la deuxième partie du XXIe siècle, le climat se réchaufferait de 4 degrés, de 3-4 degrés. Finalement, les rapports du GIEC suivants étaient dans la continuité. On dit toujours un peu la même chose. On se répète, mais on précise. Oui, je crois que d'ailleurs c'est très bien. Je crois que c'est un hommage à la communauté scientifique. Les projections qui avaient été faites il y a 20 ans restent tout à fait valables. Évidemment, on les a précisées, leur caractère régional. On a beaucoup appris en une vingtaine d'années. Mais, et c'est pour ça, pour répondre à votre question, je crois pouvoir dire que le 5e rapport du GIEC sera dans la continuité. Par exemple, les modélisateurs français, nous avons deux modèles en France, celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont fait partie le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et celui de Météo France. Les résultats ont été publiés et on voit effectivement des réchauffements importants. Ça confirme ces chiffres si rien n'est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors on va parler de ce qui se fait aujourd'hui, on va parler du protocole de Kyoto parce qu'il s'achève, là, la première phase s'achève au 31 décembre 2012. Mais d'abord, si on dit aux gens comme ça 4 degrés d'augmentation de température, finalement c'est pas grand-chose, c'est plutôt même sympathique. Mais non, il y a des vraies conséquences. Non, voilà, il y a des vraies conséquences. Il y a des vraies conséquences. On a souvent une image, enfin moi-même, mon domaine de recherche, ce sont plus les climats du passé à partir des glaces polaires. Et si on regarde la dernière période glaciaire, c'était il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était de 120 mètres plus bas qu'actuellement, et tout cela parce qu'il y avait une énorme quantité de glace qui était sur toute l'Amérique du Nord, disons l'Europe du Nord, la Scandinavie. Donc c'était un climat très très différent du nôtre. Mais en moyenne globale, la température n'était que de 5 à 6 degrés plus froide qu'actuellement. En gros, 4 degrés, c'est disons, les 2 tiers d'un changement entre période glaciaire et interglaciaire. Mais là, la nature a mis des milliers d'années à effectuer cette transition. Plus de 5000 ans, là, nous sommes en train de faire cela en moins de 100 ans, en une centaine d'années. C'est vraiment ça la différence. La capacité d'adaptation, elle existe, mais elle est limitée. Et on a de bonnes raisons de penser que si le climat excède, disons, 2 degrés, c'est un peu une barre symbolique, eh bien, la capacité d'adaptation vraiment commencera à disparaître. Donc c'est vraiment égoïste de notre part que de laisser, alors là on ne parle même plus de générations futures, mais de nos enfants et de nos petits-enfants, une planète avec un réchauffement de 4 degrés, avec des conséquences. Par exemple, la semaine dernière, un article sur les forêts dit vraiment qu'avec les sécheresses à répétition, eh bien, 70% des arbres, des forêts seraient mis à mal. Disons une grande modification des écosystèmes. En France, des problèmes avec Alors on a vu des tempêtes de plus en plus importantes, des inondations dans le sud de plus en plus fréquemment. Oui, des sécheresses dans d'autres régions, des extrêmes climatiques plus fréquents. Par exemple, on a toutes les raisons de penser que dans ce contexte, si rien n'était fait, eh bien,
les vagues de chaleur deviendraient à la fin du XXIe siècle 10 fois plus fréquentes qu'elles n'étaient à la fin du XXe siècle. Donc c'est un climat complètement différent, aussi bien en montagne, c'est aussi l'élévation du niveau de la mer. On a dit qu'elle pourrait certainement dépenser 50 cm à la fin du siècle, mais surtout se poursuivre par la suite. Donc c'est tout cela, et c'est tout cela qui va être au cœur aussi des discussions. Je vais à Doha la semaine prochaine, donc avec... Il y a effectivement une conférence qui s'est ouverte depuis le 26 novembre. Et il faut faire quoi? Parce qu'une fois qu'on a posé le constat, une fois que le GIEC a édité son 5e document qui dit finalement rien ne change, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le protocole de Kyoto qui a été mis en place depuis 2005, qui là va s'achever au 31 décembre 2012, ça n'a pas été suffisant? Il faut aller plus loin? Oui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, puisque la convention, le premier rapport du GIEC, c'est 1990. 1992, la convention climat signée au sommet de la Terre de Rio, il y a 20 ans. Et déjà dans cette convention, l'article 2 disait de façon très claire qu'on devait tout faire pour stabiliser le climat, pour faire que cet effet de serre qu'on rejette, disons, gaz carbonique, méthane, autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, on réussisse à en stabiliser le niveau dans l'atmosphère. Donc ça, c'était la Convention climat. Mais à Copenhague, donc cette Convention climat se réunit chaque année. Nous en sommes, disons, à la 15e réunion de cette Convention climat, la COP 15. Eh bien, disons, l'idée, c'est que pour stabiliser les quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, ce sont des véritables défis. D'autant qu'à Copenhague, on est passé d'un objectif qualitatif, stabiliser l'effet de serre, à un objectif chiffré, à savoir que, disons, tout doit être fait pour que le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés, disons, n'excède jamais 2 degrés, hein, le réchauffement climatique lié aux activités humaines. Et ça, c'est sain parce que ça permettrait, enfin, pour l'essentiel, de s'adapter. Mais c'est un véritable défi parce que ça requiert que les quantités de gaz à effet de serre les émissions commencent à diminuer d'ici la fin de cette décennie et soient ensuite divisées par 3 d'ici 2050. Techniquement, c'est possible. C'est possible d'aller. Donc, c'est quoi le défi? Si on regarde l'an dernier, 80% disons, pratiquement les 3/4 de l'augmentation de l'effet de serre qu'on a eu en 2011 est liée à notre utilisation des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel. Donc il y a un lien très fort entre énergie et climat, c'est très clair. Donc il faut absolument aller vers une société sobre en carbone, et d'ailleurs c'est toute la philosophie de ce débat sur la transition énergétique qui en fait a été lancé officiellement cet après-midi. Donc c'est comment peut-on aller vers une société sobre en carbone? Comment peut-on au niveau français, c'est inscrit dans la loi, diviser nos émissions de gaz à effet de serre par un facteur 4? Donc c'est cela qu'il faut mettre en route. Je pense avec... alors qu'est-ce que vous avez envie de dire aux politiques? Parce que c'est eux qui ont... On leur dit d'ailleurs. Est-ce que c'est aux politiques? Est-ce que c'est aux industriels de faire quelque chose? C'est tout le monde. Est-ce que c'est aux particuliers? Oui aussi. L'État, je crois que pour lutter, enfin, la lutte contre le réchauffement climatique passe par des États déterminés, c'est-à-dire, et ça je crois que leur rôle principal, c'est justement là où ils sont présents dans les négociations. C'est là que je pense qu'il faut donner un prix au carbone, il faut effectivement imposer, disons, je dirais, en tout cas, aller s'imposer des objectifs, non pas seulement s'imposer des objectifs, ce qu'ils font, parce qu'ils ont tous signé l'objectif de 2 degrés, mais ils ne prennent pas les moyens de l'atteindre après. Donc c'est atteindre aussi l'objectif, et ça on est loin du compte. On a beaucoup trop d'émissions à horizon 2020 par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur cette trajectoire. Donc l'État a un rôle important à jouer, il a aussi un rôle important à jouer comme au niveau national, mais au niveau international aussi, ça je veux dire. Et puis au niveau national, toutes les collectivités ont un rôle important à jouer, parce que où se passent les choses, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées soit à l'urbanisme, au bâti, et celles qui sont liées au transport, ce sont beaucoup de décisions qui se prennent au niveau local, au niveau des communautés d'agglomération, au niveau de ces plans climat-énergie qui se mettent en place, et puis aussi des entreprises, parce que, disons, on est dans un monde où je crois que l'économie, bien sûr, est importante. Donc, la seule façon de gagner, techniquement, c'est possible. Par exemple, les énergies renouvelables peuvent se développer, elles peuvent nous fournir pratiquement toute l'énergie qu'on souhaiterait, en tout cas certainement la moitié à horizon 2050, chaleur plus électricité. Donc, techniquement, c'est possible. Mais, bien sûr, les industries ne s'y engageront de façon déterminée que si c'est gagnant. Et c'est ça qu'il faut mettre. Donc il faut mettre en place, bien sûr, mais les industriels doivent participer, doivent s'engager. Il faut vraiment que nous
arrêtions d'être, disons, accrochés à l'utilisation des combustibles fossiles. Techniquement, c'est possible. Bien sûr que les entreprises ont à jouer un rôle, et nous aussi en tant que citoyens. La première partie du débat sur la transition énergétique, on va regarder la demande, discuter de la sobriété. Bien sûr, la demande va être importante. Donc on a aussi un rôle à jouer en tant que, disons, chacun d'entre nous dans cette lutte contre le réchauffement climatique. On a parlé du protocole de Kyoto brièvement, donc la première phase s'achève. Il y a eu un certain sens, mais la seconde phase commence, mais de façon extrêmement, disons, sans véritable ambition, puisque seule l'Europe, l'Australie, donc moins de à peu près 15% des émissions, sont concernées par cette deuxième phase du protocole de Kyoto entre 2013 et 2020. Les autres pays, éventuellement, ce sont des engagements volontaires, mais je n'ai rien contre les engagements volontaires, mais il faut qu'ils soient ambitieux. Et là, ce sont des engagements volontaires qui ne sont pas ambitieux. C'est le cas des États-Unis, qui a simplement, disons, s'est engagé à diminuer ses émissions de 3% par rapport à 1990. Voilà, donc ce n'est pas suffisant, et on sait très bien que si on ne change pas cette trajectoire, eh bien, on ira vers des réchauffements très importants à horizon dans la deuxième partie du XXIe siècle. Écoutez, merci en tout cas Jean-Joseph pour cet éclairage, et merci d'avoir répondu aux questions de TV Fil. Merci Bonne beaucoup. conférence à vous. Merci. Merci. Merci.